Ma mère m'a mise à la porte dans le froid. Cette semaine, elle a découvert ma nouvelle adresse, et s'est effondrée. Mais avant d'en arriver là, je dois raconter comment tout a commencé, cette nuit glaciale de juillet qui a changé ma vie pour toujours. J'avais 17 ans quand j'ai entendu les mots qu'aucun enfant ne devrait entendre. Sors de ma maison. Maintenant. C'était un vendredi soir, 10 heures. L'hiver était arrivé plus tôt cette année-là, et il faisait 4 degrés. J'étais dans ma chambre, en train d'étudier pour le concours d'entrée à l'université, quand ma mère a fait irruption. Elle n'était pas seule. Ricardo, mon beau-père depuis 2 ans, était juste derrière elle, avec ce sourire que j'avais appris à haïr. Le sourire de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point d'obtenir exactement ce qu'il veut. Maman, qu'est-ce qu'il se passe? J'ai fermé mon livre de chimie, le cœur déjà affolé. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ne m'appelle pas, maman, cracha-t-elle. Ses yeux étaient rouges, mais pas de larmes de rage. Les mères ont des filles reconnaissantes. Moi, j'ai une vipère. De quoi tu parles? Ricardo s'avança, posant la main sur l'épaule de ma mère d'une manière protectrice. Possessive. Ta mère a trouvé les messages, Mélissa. Tu ne sais rien cacher, hein? Mon estomac se tordit. Les messages. Il avait fouillé dans mon téléphone. Quel message? Essayai-je de garder la voix stable, mais elle tremblait. Les messages pour cette assistante sociale, hurla ma mère. Tu as appelé le service de protection de l'enfance? Pour dénoncer Théoën propre beau-père? Oh, mon Dieu! Elle avait découvert. 3 semaines plus tôt, après un autre épisode où Ricardo était, accidentellement, entré dans la salle de bain pendant que je prenais ma douche, pour la 5e fois, j'avais cherché de l'aide. J'avais parlé à l'orientatrice de l'école, qui m'avait donné le contact d'une assistante sociale. Je n'avais pas encore fait de dénonciation formelle. J'essayais encore de rassembler du courage, des preuves, et de comprendre si ce que je ressentais, ce malaise constant, les regards, les touches accidentelles, étaient réels ou si je devenais folle, comme Ricardo insinuait toujours. Maman, écoute. Non. Elle fit un pas en avant, le doigt pointé vers moi. Tu es une menteuse. Jalouse. Tu ne supportes pas de me voir heureuse après tout ce que ton père m'a fait vivre. Mon père t'aimait, lâchai-je avant même de pouvoir me retenir. La gifle arriva vite. Mon visage brûla, les larmes jaillissant instantanément. Ne parle pas de ton père, siffla-t-elle. Il nous a abandonnés, il est mort et m'a laissé seule avec un enfant à élever. Et quand je trouve enfin quelqu'un qui me rend heureuse, tu essaies de tout détruire avec tes mensonges répugnants. Ce ne sont pas des mensonges, murmurai-je, la main sur ma joue en feu. Maman, il entre dans la salle de bain quand j'y suis. Il me regarde, comme ça. Il me touche. Ça suffit. Elle était hystérique maintenant. Assez de mensonges. Ricardo m'a tout expliqué. Comment tu as développé une fixation maladive sur lui? Comment tu cherches son attention avec tes vêtements provocants? Comment tu inventes ces histoires parce que tu ne supportes pas de me voir heureuse? Ce n'est pas vrai? Je porte des sweats tout le temps. Je m'enferme dans ma chambre quand il est à la maison. Parce que tu as honte de ta propre dépravation. Je regardais Ricardo. Il était appuyé contre le mur, les bras croisés, ce sourire satisfait étalé sur son visage. Il avait tout orchestré. Il avait retourné ma mère contre moi parfaitement. Tu vois ce qu'elle fait, dit-il d'une voix douce, pseudo-raisonnable. Elle essaie de te monter contre moi. Exactement ce que la thérapeute a dit que les manipulateurs font. Quelle thérapeute, demandai-je, incrédule. La thérapeute que j'ai consultée à propos de ton comportement, répondit ma mère froidement. Elle a dit que les adolescentes peuvent développer des fixations malsaines sur des figures paternelles quand leur père biologique leur manque. Que tu pouvais être en train de fantasmer, puis de te convaincre que ces fantasmes sont réels. Il avait tout prévu. Une pseudothérapie. Une histoire savamment construite où le monstre, c'était moi. Maman, s'il te plaît. Les larmes coulaient librement maintenant. Je t'en supplie, écoute-moi. Je ne mens pas. Je ne mentirai jamais sur quelque chose comme ça. S'il te plaît.
Pendant une minuscule seconde, quelque chose vacilla dans son regard. Un doute. Une lueur de la mère qui m'avait élevé seule, travaillé 2 emplois, veillé sur moi quand j'étais malade. Mais Ricardo posa la main sur son bras, et l'instant s'évapora. Tu as 2 options, dit-elle, la voix froide comme la nuit dehors. Tu vas voir cette assistante sociale et tu dis que tu as menti. Que tu as tout inventé pour attirer l'attention. Tu te rétractes complètement. Et la deuxième option? Tu quittes cette maison. Maintenant. Et tu ne reviens jamais. Le silence tomba comme une pierre. Je pouvais entendre mon propre cœur. Le tic-tac de l'horloge. Le vent dehors. Tu ne peux pas être sérieuse, soufflai-je. J'ai 17 ans. Il fait 4 degrés dehors. Tu aurais dû y penser avant d'essayer de détruire ma famille. Je suis ta famille. Quelque chose se brisa en moi. Je suis ta fille. Tu m'as portée pendant 9 mois. Élevée seule pendant 15 ans. Comment peux-tu le croire, lui, plutôt que moi? Parce que tu mens, hurla-t-elle. Et j'en ai marre. Marre de marcher sur des œufs chez moi. Marre de voir mon mari mal à l'aise parce que ma fille lui fait du charme. Je n'ai jamais. Tu as décidé ou non, coupa Ricardo, maintenant agacé. Ou tu rétractes tes mensonges, ou tu sors. Je regardais ma mère. La femme qui m'avait appris à lire, qui veillait sur moi quand j'étais malade, qui avait pleuré à mon premier jour d'école. Elle n'était plus là. À sa place, une étrangère aux yeux glacés. Je ne vais pas mentir, dis-je fermement. Je ne vais pas nier quelque chose de vrai simplement parce que c'est plus confortable pour toi. Alors prends tes affaires et sors. Maman. Maintenant. Mes doigts tremblaient en attrapant mon sac d'école. J'y mis 2 manteaux, quelques t-shirts, des pantalons. Mon téléphone et mon chargeur. Le livre de chimie. La photo de mon père. Tu as 10 minutes, dit Ricardo en regardant l'heure. Où je vais aller? La panique me submergeait. Maman, où veux-tu que j'aille? Ce n'est plus mon problème. Tu as fait ton choix. J'ai 17 ans. Tu n'as pas le droit de me mettre dehors. C'est illégal. Tu auras 18 ans dans 2 mois, répondit-elle. Considère ça comme une sortie anticipée. Et l'école? Le concours? J'ai besoin d'étudier. Tu aurais dû y penser avant. Je finis de fermer mon sac, mes mains tremblant tellement que je pouvais à peine tirer la fermeture. Je regardais ma chambre, mur lilas que j'avais peint à 13 ans, étagères, posters, souvenirs. Tout ce que je connaissais. Tout ce qui était à moi. L'argent, tentai-je une dernière fois. Donne-moi au moins l'argent de mon épargne. Les 2000 reais que grand-mère a laissés pour moi. Cet argent a été dépensé pour toi, dit ma mère. Vêtements, nourriture, toi. Considère ça comme réglé. Mais c'était mon argent. Grand-mère l'avait laissé pour moi. Sors maintenant, ou j'appelle la police et je dis que tu me menaces. Je regardais Ricardo. Il savourait tout. Il avait gagné. Je mis mon sac sur mon dos. Je pesais 48 kilos. Le sac semblait en faire 60. Tu vas regretter ça, murmurai-je. Pas une menace. Une vérité triste. Un jour, tu te réveilleras et tu réaliseras ce que tu as fait. Et ce sera trop tard. Dehors, fut tout ce qu'elle répondit. Je descendis les escaliers, chaque marche un coup de poignard. Devant la porte, je tentai une dernière fois. Maman, s'il te plaît. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Elle détourna le visage. Ricardo ouvrit la porte. Le vent glacé entra, me coupant le souffle. Bonne chance, murmura-t-il juste pour moi. Tu en auras besoin. La porte se referma derrière moi avec un clic final. Je restai immobile sur le trottoir, le sac sur le dos, le froid traversant mon manteau trop fin. Il était 22h37. Un vendredi. 4 degrés. J'avais 17 ans, 23 reais en poche, et nulle part où aller. Mais une chose était certaine, j'avais raison.
Et un jour, d'une manière ou d'une autre, je le prouverai. Je me mis à marcher. Je ne savais pas où. Simplement loin de cette maison qui n'était plus la mienne. Le vent me cinglait le visage. Les larmes gelaient sur mes joues. Et quelque part, au fond de moi, une partie mourut. Mais une autre, plus forte, obstinée, naquit. J'ai marché pendant 40 minutes avant d'admettre que je ne savais pas où j'allais. Les rues étaient désertes. Qui, en pleine possession de ses moyens, serait dehors avec un froid pareil? Je riais, mais c'était un rire sans joie. Une fille de 17 ans mise à la porte par sa propre mère, apparemment. Mes doigts étaient engourdis même au fond des poches du manteau. Mon nez coulait. Chaque respiration brûlait mes poumons. Je devais trouver un endroit. N'importe lequel. N'importe où. J'ai pensé appeler des amis, mais il était presque minuit. Et je dirais quoi? Salut, ma mère m'a expulsé parce que j'ai accusé mon beau-père de harcèlement, je peux dormir chez toi? Leurs parents ne permettraient jamais. Ils poseraient des questions. Ils appelleraient ma mère. Tout deviendrait encore pire. L'école était fermée. La bibliothèque aussi. Mes pieds m'ont mené au seul endroit ouvert 24 heures, la station-service sur la route. La lumière fluorescente était agressive après l'obscurité de la rue. J'entrai, et la chaleur de l'intérieur fit picoter mon visage encore engourdi. Le caissier me regarda avec méfiance, un homme d'une 50aine d'années, ventre proéminent, expression épuisée. Les toilettes sont pour les clients uniquement. Je sais. J'achetais un chocolat chaud de machine pour 3,50 $. Il me restait 19,50. Je m'assis dans un coin, serrant le gobelet de polystyrène à deux mains, essayant d'absorber la chaleur. Le chocolat était fade, trop sucré, mais il était chaud. C'était déjà ça. 2 heures passèrent. Le caissier me regardait de plus en plus souvent, suspicieux. Tu vas rester là toute la nuit? Je peux. Ici, ce n'est pas un abri. Je sais. Juste, 1 heure de plus. S'il vous plaît. Il soupira, mais ne me chassa pas. À 4 heures du matin, mes yeux brûlaient de fatigue. Mais chaque fois que je les fermais, je revoyais le visage de ma mère. Et j'entendais, ce n'est plus mon problème. Comment quelqu'un pouvait changer à ce point? Comment la femme qui me berçait quand j'avais des cauchemars pouvait-elle me jeter dehors en plein hiver? Ricardo. La réponse était toujours Ricardo. Et, gamine. Le caissier me toucha l'épaule. J'avais fini par m'endormir sans m'en rendre compte. Il est 5 heures. Mon shift se termine dans une demi-heure. Tu ne peux pas rester. Où veux-tu que j'aille? T'as de la famille? Des amis? Je secouai la tête. Mes grands-parents paternels étaient morts avant mon père. La mère de ma mère vivait dans un autre état et ne lui parlait plus depuis des années à cause d'une vieille dispute. Va dans un foyer, dit-il d'un ton bourru, mais pas cruel. Il y en a un à 6 pâtés d'ici. Rue des Acacias, 342. Cherche une certaine Donna que c'est Sao. Dis-lui que Roré t'envoie. Merci. Murmurai-je. 6 pâtés de maison me semblèrent 6 kilomètres dans ce froid, dans cet état. Mais j'y arrivai enfin. Un vieux bâtiment, peinture écaillée, mais lumière aux fenêtres. Une pancarte, foyer main solidaire. Je sonnai. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Une femme d'une 60aine d'années ouvrit, cheveux gris en chignon, peignoir sur un pyjama. Quoi encore? Donna que c'est Sao? Roré de la station m'a dit de venir. Je n'ai nulle part où aller. Elle me jaugea de haut en bas. Elle devait voir ce que j'étais. Une adolescente effrayée, tremblante de froid, yeux gonflés d'avoir pleuré. Quel âge? 17. J'ai 18 dans 2 mois. Tes parents savent où tu es? La question simple me brisa. Les larmes jaillirent encore. Ma mère m'a expulsée. Hier soir. Donna que Sao soupira, mais ouvrit la porte. Entre. Tu dois être gelé. L'intérieur était simple mais propre. Mur blanc, sol en ciment. Mais il faisait chaud.
Mon Dieu, qu'il faisait chaud. Il y a des règles ici, dit-elle en me guidant. Pas de drogue, pas d'alcool, pas de violence. Tu aides pour le ménage et la cuisine. Tu peux rester 3 mois pendant que tu organises ta vie. Après ça, tu dois avoir un plan. D'accord. Tu fuis quelque chose? Police? Drogue? Non. Juste, une situation compliquée à la maison. Elle me conduisit à un dortoir avec 6 lits superposés. 4 étaient occupés, des femmes dormaient, certaines ronflaient doucement. Tu peux prendre celui en haut, au fond. Les couvertures sont dans l'armoire. Salle de bain au bout du couloir. Petit déjeuner à 7 heures. Donna que c'est Sao, appelai-je quand elle allait sortir. Merci. Ne me remercie pas encore. La vie ici n'est pas facile. Mais c'est mieux que la rue. Elle éteignit la lumière et s'en alla. Je grimpai avec difficulté, mes muscles douloureux de froid et de tension. Je tirai sur moi la couverture râpée. Elle sentait la lessive bon marché et le renfermer, mais elle était chaude. Je fixai le plafond fissuré, à quelques centimètres de mon visage. 24 heures plus tôt, j'étais dans ma chambre, dans mon lit, en train d'étudier la chimie, stressé pour le concours et l'épreuve de maths du lundi. Maintenant j'étais dans un foyer, sans famille, sans argent, sans plan. Comment tout avait pu s'écrouler aussi vite? Finalement, trop épuisé pour continuer à pleurer, je m'endormis. Je me réveillai avec des voix. La lumière entrait par les fenêtres sans rideau. La nouvelle, murmurait quelqu'un. Une gamine encore. Quel monde! J'ouvris les yeux. 3 femmes me regardaient depuis le sol. L'une avait une trentaine d'années, trop maigre, yeux creusés. Une autre semblait en avoir plus de 70. La troisième avait mon âge, peut-être 1 an de plus. Bonjour, dit la plus jeune. Moi, c'est Amanda. Mélissa, répondis-je, la voix rauque. Première fois dans un foyer? Je hochai la tête. On s'habitue vite. Allez, déjeuner. La cuisine avait une grande table, une dizaine de familles étaient déjà regroupées. Donna que Cessao servait du pain avec un peu de margarine et un café trop léger. Bienvenue, Mélissa. Assieds-toi. Le pain était dur, la margarine rance. Mais j'avais faim. Je mangeai 3 tranches. Alors, ton histoire, demanda Amanda. C'est obligatoire? Non. Mais ça aide. Savoir qu'on n'est pas seul. Je regardai autour de la table. Des femmes de tous âges, des visages marqués par des histoires que je ne pouvais qu'imaginer. Ma mère m'a mise dehors, dis-je simplement. Pourquoi? Parce que j'ai accusé mon beau-père de harcèlement et elle ne m'a pas cru. Silence. Puis Amanda hocha la tête. Ma mère m'a jeté dehors à 15 ans. Pour son mec aussi. Il n'a rien tenté, il ne voulait juste pas la gamine de l'ex chez lui. Depuis combien de temps tu es ici? 3 ans. Je vais et je viens. Je travaille quand je peux, je reviens quand je ne peux pas. 3 ans. L'idée me terrifia. Tu dois finir l'école, dit Donna que Cessao, comme si elle lisait mes pensées. Tu es en quelle année? Terminale. Le concours est dans 3 mois. Concours, ricana une des plus âgées. Ma fille, tu dois penser à survivre, pas à la fac. Non, répliqua Donna que Cessao avec fermeté. Elle doit penser aux deux. Elle se tourna vers moi. Mélissa, tu vas continuer à étudier. Tu vas passer ton concours. Compris? Comment? Je n'ai même pas où vivre correctement. Tu as 3 mois ici. Utilise-les bien. Trouve un petit boulot. Étudie le soir. Passe le concours. C'est ta sortie d'ici. Et si j'échoue? Alors tu réessais. Mais tu n'abandonnes pas. Quelque chose dans sa voix, dans sa certitude, me fit acquiescer. Cet après-midi-là, j'allais au centre d'assistance sociale. Une assistante me reçut gentille, mais débordée. Tu as 17 ans? Oui. Parents? Ma mère m'a expulsée. Mon père est décédé.
Elle soupira. Elle avait sûrement entendu cette histoire 1000 fois. J'ouvre un dossier. Nous allons essayer une médiation avec ta mère. En attendant, tu restes dans le foyer? Oui. Bien. Nous allons aussi te donner une aide d'urgence. Ce n'est pas beaucoup, mais ça aide. 150 reais par mois. Pas grand-chose, en effet. Et l'école? Tu dois continuer. C'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Je retournai au foyer, déchiré entre soulagement et désespoir. Il y avait un système. Des gens voulaient t'aider. Mais c'était si lent. Si insuffisant. Et maintenant? Demanda Amanda. Maintenant je survis, répondis-je. Et je prouve que j'en suis capable. Prouver à qui? À ma mère. À moi-même. À quiconque en doute. Amanda sourit, un sourire triste. Bonne chance pour ça. Cette nuit-là, allongée dans mon lit superposé, j'ai établi un plan. Lundi, retourner à l'école, récupérer mes affaires, parler à l'orientatrice. Mardi, chercher un travail. N'importe lequel. Mercredi à dimanche, travailler et étudier. Dans 3 mois, passer le concours de psychologie. Obtenir une place. Prouver que je pouvais réussir. Ambitieux? Oui. Improbable? Totalement. Mais c'était tout ce que j'avais. Ma mère m'avait jeté dehors comme un déchet. Mais je n'étais pas un déchet. Et je le prouverai. Le lundi arriva froid et gris. Je me réveillai le corps endolori par le matelas trop fin et par la tension des derniers jours. La première semaine est toujours la pire, dit Amanda, déjà habillée. Après, tu t'habitues. Je ne voulais pas m'habituer. S'habituer, c'était accepter. Et je n'étais pas prête à accepter que ça soit ma vie maintenant. J'arrivai au lycée à 7h15, 15 minutes avant la sonnerie. Quelques élèves étaient déjà dans la cour, en petits groupes, à se plaindre du froid, de la fatigue, du contrôle d'histoire. Des problèmes normaux. Des problèmes que j'enviais. Mélissa? Ma meilleure amie, Julia, me vit en premier. Elle accourut vers moi, grand sourire. T'étais où? T'as disparu tout le week-end. Je t'ai envoyé 1000 messages. Elle avait raison. 18 messages non lus sur WhatsApp. Je n'avais pas trouvé les mots pour expliquer ce qui s'était passé. Mon téléphone est tombé en panne, mentis-je. Désolé. Ah, quelle horreur. Du coup t'as pas vu? Carole a largué Pedro. Par WhatsApp. Quelle lâcheté. Elle continua à parler de drames qui semblaient appartenir à un autre univers. J'acquiesçais, souriais quand il fallait, mais mon esprit était ailleurs. Comment j'allais faire ça? Comment continuer à venir ici tous les jours, à faire semblant que tout allait bien, alors que je dormais dans un foyer la nuit? Mélissa Santos? La voix de la conseillère d'orientation, Donna Paula, me ramena à la réalité. Tu peux venir dans mon bureau, s'il te plaît? Mon cœur s'emballa. Quelqu'un avait parlé? Ma mère avait appelé le lycée? Son bureau était petit mais chaleureux. Des photos de promotion sur les murs, une plante à moitié morte sur le rebord de la fenêtre, une odeur de café froid. Assieds-toi, ma chérie. Elle indiqua la chaise face à son bureau. L'assistante sociale du CRA m'a appelé. Elle m'a expliqué ta situation. Ah. Donc c'était ça. D'abord, je veux que tu saches une chose, tu n'as pas de problème ici. Tu n'as rien fait de mal. Les larmes me montèrent aux yeux. C'étaient les premières paroles vraiment gentilles que j'entendais depuis le vendredi. Ensuite, on va t'aider du mieux qu'on peut. Tu peux laisser tes affaires ici au lycée, si tu en as besoin. Tu peux utiliser la bibliothèque pour étudier jusqu'à 19h. Et si tu as besoin de parler, ma porte est toujours ouverte. Merci, soufflai-je, la voix cassée. Comment tu te sens? Où est-ce que tu dors? Au foyer Main Solidaire. Elle hocha la tête, nota quelque chose. Bon endroit. Donna que c'est ça est strict mais juste. Tu es en sécurité là-bas? Oui. Et tes études? Le concours approche. Je vais continuer.
Je dois continuer. Très bien. Elle se pencha en avant, mains jointes. Mélissa, ce qui t'est arrivé est injuste. C'est mal. Mais ça ne peut pas définir ton avenir. Tu comprends? Je hochai la tête, mais au fond je me demandais comment ne pas laisser ça me définir. Comment faire comme si se réveiller dans un foyer ne changeait pas tout? Les cours furent un brouillard. Géographie, portugais, maths. J'écoutais sans absorber. Mon esprit calculait sans cesse. Combien d'argent j'avais? Combien il me fallait? Comment j'allais en gagner? À l'heure du déjeuner, Julia remarqua mon absence d'entrain. T'es bizarre. Il s'est passé quelque chose? Juste fatigué. Tu veux venir à la maison aujourd'hui? On peut étudier ensemble. Maison. Le mot me frappa comme un coup de poing. Je ne peux pas. J'ai un truc à faire. Elle fronça les sourcils, mais n'insista pas. Après les cours, au lieu d'aller directement au foyer, je fis le tour du centre-ville, à la recherche de pancartes, on recrute. Snack bar, plus de 18 ans. Magasin de vêtements, expérience requise. Pharmacie, bac terminé. Partout, on exigeait quelque chose que je n'avais pas. Ou que je n'étais pas. À 17 heures, désespéré, les pieds en feu, j'entrai dans une petite supérette. Un vieil homme tenait la caisse. Excusez-moi, vous avez besoin d'aide? Il me détailla par-dessus ses lunettes épaisses. Pourquoi faire? N'importe quoi. Caisse, stock, ménage. J'ai vraiment besoin d'un travail. Quel âge? 17 ans. Mais je suis sérieuse, ponctuelle. Je ne peux pas embaucher une mineure. Trop de complications légales. S'il vous plaît. J'étudie le matin, je peux travailler l'après-midi et le soir. Je t'ai dit non, gamine. Je sortis de là les yeux brûlants, mais refusant de laisser les larmes tomber. Encore 6 établissements. Refus après refus. Quand j'arrivai au foyer à 19 heures, j'étais épuisée, affamée, vidée. T'as trouvé quelque chose? Demanda Amanda. Je secouai la tête. Et c'est le marché du samedi, suggéra-t-elle. Les commerçants ont toujours besoin d'aide pour porter les achats. Ils paient à la journée, en liquide, sans contrat. C'était un début. Ce soir-là, après le dîner, du riz et des haricots trop liquides, je m'assis à la seule table du réfectoire avec mes livres. Histoire du Brésil. Je devais mémoriser la Première République pour le contrôle de mercredi. Mais les mots se mélangeaient sur la page. Politique du café comme lait, colonialisme. Rien n'avait de sens quand mon estomac grognait encore. Et une voix me tira de ma torpeur. C'était Sandra, l'une des plus anciennes résidentes. Elle devait avoir autour de 45 ans, le visage marqué mais le regard doux. Tiens. Elle poussa vers moi une pomme cabossée. Je l'ai eue dans la collecte d'aujourd'hui. Elle est un peu abîmée, mais encore bonne. Merci, chuchotai-je, prenant le fruit comme si c'était un trésor. Tu étudies pourquoi? Pour le concours d'entrée. Je veux faire psychologie. Elle laissa échapper un sifflement admiratif. Ambitieuse. J'aime ça. Ne laisse pas cet endroit te casser, tu m'entends? Tu passes par ici, mais tu ne restes pas. Comment tu peux en être sûr? Parce que je le vois dans tes yeux. Il y a encore du feu. Certaines ici, s'est éteint depuis longtemps. Toi, non. Ces mots me réchauffèrent plus qu'un manteau supplémentaire ne l'aurait fait. J'étudiai jusqu'à 23 heures, quand Donak Sessao éteignit les lumières. Jeune fille, dormir fait aussi partie des études. Le cerveau doit se reposer. Dans le noir, allongé sur mon lit superposé, je pris mon téléphone. Des dizaines de notifications. Stories Instagram des camarades, soirées, dîners, plaintes sur les devoirs. J'ouvris la conversation avec ma mère. Dernier message, vendredi, 22h23, d'elle à moi. Tu as fait ton choix. Mon doigt resta suspendu au-dessus du clavier. 1000 messages se bousculaient dans ma tête. Maman, j'avais raison à son sujet. Maman, tu m'as jeté dehors et tu ne sais même pas si je suis vivante.
Maman, je t'aime et je te déteste en même temps. Mais je ne répondis rien. Je bloquai simplement son numéro et me tournai sur le côté. Mercredi, jour du contrôle d'histoire. J'étais prête. J'avais étudié jusqu'à connaître chaque date, chaque nom, chaque événement. Mais lorsque je reçus la feuille, les phrases dansaient devant mes yeux. Ma tête bourdonnait à cause du manque de sommeil. Mon estomac se tordait de faim, j'avais sauté le petit déjeuner pour économiser. Je répondis à ce que je pouvais. Je pris 6. Avant, j'aurais eu 9. Tu ne vas pas bien, dit Julia à la récré. Tu peux me le dire, tu sais. Je regardais mon ami. Ses cheveux toujours coiffés. Son uniforme toujours propre. Sa lunchbox pleine de choses préparées par sa mère. Comment j'allais lui expliquer? Comment lui faire comprendre un monde à des années-lumière du sien? Juste du stress, mentis-je encore. Le concours approche, tu vois. Elle ne me crut pas, mais n'insista pas. Le samedi arriva enfin. Marché municipal, 6 heures du matin. Froid coupant. Les stands se montaient. Odeur de poisson, de fruits, de légumes. Vous avez besoin d'aide? Demandai-je au premier marchand que je vis. Tu peux empiler ces caisses de tomates là-bas. Je paie 5 reais de l'heure. 5 reais de l'heure. 40 reais si je tenais 8 heures. Je empilais des caisses jusqu'à ce que mon dos me lance. Je portais des sacs pour des dames âgées pour 1 ou 2 reais de pourboire. J'organisais des flux, balayais entre les stands. À 14 heures, j'avais 45 reais en poche. Tout mon corps me faisait mal, mais c'était moine argent. J'achetais un croque-monsieur et le mangeais lentement, savourant chaque bouchée. Avec les 40 reais restants, j'achetais de nouveaux cahiers. Les anciens étaient restés chez moi. Ce soir-là, j'atterris sur mon lit superposé, épuisé, mais avec une sensation étrange dans la poitrine. De la fierté. Petite. Fragile. Mais bien là. J'avais travaillé. Gagné mon propre argent. Survécu une semaine. T'as réussi quelque chose? Demanda Amanda. 45 reais. Elle sourit. C'est un début. Oui. Un tout petit début au pied d'une montagne impossible. Mais c'était quelque chose. Et pour l'instant, quelque chose était suffisant. Un mois passa dans un flou composé d'école, de travail au marché le samedi, et d'études nocturnes sous la lumière faible du réfectoire. Je m'étais construite une routine, me réveiller à 6 heures, école de 7 heures à 12h30, chercher des petits boulots de 13 heures à 18 heures, retourner à l'abri, dîner, étudier jusqu'à 23 heures, dormir, recommencer. Les week-ends étaient consacrés au marché, de 6 heures à 14 heures, puis j'étudiais à la bibliothèque municipale qui ouvrait jusqu'à 17 heures le samedi. J'avais économisé 180 reais. Cela semblait beaucoup et peu à la fois. Tu es plus maigre, remarqua Amanda un soir. Tu manges? Oui, mentis-je. Je sautais des repas pour économiser quand il y avait assez de nourriture en don. Chaque réal économisé était un réal de plus vers quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais quelque chose. L'assistante sociale du CRA, Hélène, avait essayé de contacter ma mère 3 fois. 3 fois, ma mère avait refusé de répondre. Je suis désolée, Mélissa, dit Hélène lors de notre réunion mensuelle. Légalement, elle est encore ta responsable jusqu'à tes 18 ans. Mais si elle refuse la médiation, je ne peux pas la forcer. Et si je portais plainte? Contre Ricardo? Elle soupira. Tu peux. Tu devrais même. Mais comprends, sans preuve physique, ce sera parole contre parole. Et si ta mère le défend? Il gagne. Pas forcément. Mais ça complique beaucoup. Tu veux quand même procéder? Je pensais à tout le processus, au témoignage, à devoir revivre chaque détail. À risquer que tout soit classé sans suite et que j'ai souffert pour rien. Après le concours, décidai-je. Je dois me concentrer là-dessus maintenant. Elle hocha la tête. Le vestibulaire approchait dans 2 mois. Mes notes avaient chuté, de 8,5 de moyenne à 7. Pas catastrophique,
mais je savais que je pouvais mieux faire si je n'étais pas en train de survivre. Mélissa, m'appela Donna Paula, l'orientatrice, après la classe. J'ai une proposition. Mon cœur s'accéléra. Les propositions étaient généralement bonnes. Madame Martha, la professeure de rédaction, a proposé de te donner des cours particuliers gratuits. 2 fois par semaine, après les cours. Elle connaît ta situation et veut t'aider. Les larmes montèrent immédiatement. La gentillesse me surprenait toujours. Mais, pourquoi? Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle voit du potentiel en toi. Et parce que tout le monde n'est pas mauvais, Mélissa. Certains veulent vraiment aider. Les cours avec Madame Martha commencèrent le mardi suivant. Elle avait une 50aine d'années, des cheveux gris, des lunettes toujours au bout du nez, et une patience sans limite. Ta technique est bonne, dit-elle après avoir lu ma première rédaction. Mais il manque de l'émotion. Tu écris comme si tu avais peur de ressentir. Peut-être que j'ai peur. Les sentiments ne rendent pas faibles, Mélissa. Ils rendent humaines. Utilise-les. La rédaction suivante portait sur l'inégalité sociale. Cette fois, je laissai tout sortir. J'écrivis sur les filles dormant dans des abris, sur la faim, sur les mères qui abandonnent leurs filles. J'obtins la note maximale. Tu vois, sourit Madame Martha. Ça, c'est écrire pour de vrai. 2 mois devinrent 6 semaines. Puis 1 mois. Le vestibular arrivait comme un train hors de contrôle. J'avais étudié autant que possible. Certaines nuits, je rêvais de formules, de dates historiques, de structures moléculaires. Tu vas réussir, disait Amanda avec une conviction que je n'arrivais pas à sentir. Comment tu sais? Parce que tu le veux trop. Les gens qui veulent autant finissent par réussir. Une semaine avant l'examen, je reçus un avertissement de Donna Cesao. Mélissa, tes 3 mois arrivent à leur fin. Mon cœur se serra. Mais je n'ai encore nulle part où aller. Je sais. Et je t'ai laissé 1 mois de plus parce que tu étudies. Mais dans 2 semaines arrivent 3 femmes victimes de violences domestiques. Elles ont besoin de la place en urgence. Je comprends. Et je comprenais. Mais cela n'enlevait rien à la douleur. Tu as un plan? Je peux louer un petit studio quand j'aurai 18 ans. Dans 1 mois. Avec quel argent? J'avais économisé 300 reais en 2 mois. Le loyer le moins cher que j'avais vu était 450. Je trouverai un moyen. Elle me regarda avec un mélange de pitié et d'admiration. Tu es forte, ma fille. Plus forte que tu ne devrais avoir besoin de l'être. Cette nuit-là, incapable d'étudier, je m'assis sur mon lit, genoux contre la poitrine, recalculant encore et encore ces chiffres qui ne fermaient pas. 300 reais. Il m'en fallait au moins 7 cents pour loyer plus caution. 400 de différence. 2 semaines. Impossible, murmurai-je dans le noir. Rien n'est impossible, répondit Sandra depuis le lit voisin. Juste très difficile parfois. Le jour du vestibular, je me levai à 5 heures, le ventre tordu d'angoisse. Donna Cesao avait préparé un petit déjeuner spécial, pain frais, fromage, jus d'orange véritable. Pour donner de l'énergie à ton cerveau, dit-elle en déposant l'assiette devant moi. Donna Cesao, Ma voix se brisa. Tu vas tout déchirer. Tu vas entrer à l'université. Et quand tu seras une grande psychologue, tu te souviendras de nous. Les épreuves avaient lieu dans une école privée à l'autre bout de la ville. 2 bus pour y arriver. La scène me frappa dès l'entrée, des centaines d'adolescents bien habillés, accompagnés de parents prenant des photos, avec des bouteilles d'eau de marque et des snacks chers. J'étais là avec le même manteau que je portais depuis des mois, mes cheveux attachés simplement, juste un stylo et mon document. Le surveillant vérifia mon identité. Salle 23, 2e étage. La salle était pleine. 30 candidats, tous semblant plus près, plus reposés, plus, tout ce que je n'étais pas. Mais quand je reçus la première épreuve, quelque chose changea. Je me concentrai. Tout disparut, le froid, l'incertitude, le manque de sommeil. Il n'y avait que moi et les questions. Physique, j'y répondis avec assurance. Chimie, les formules vinrent naturellement.
Mathématiques, pas toutes faciles, mais j'en résolus un maximum. Rédaction, le thème, la résilience face à l'adversité. Je souris amèrement. Si quelqu'un connaissait ce sujet, c'était moi. J'écrivis sur la survie. Sur la force qu'on trouve dans le désespoir. Sur le fait de ne pas abandonner quand tout semble perdu. Je écrivis vrai. Quand je rendis ma copie, mes mains tremblaient. Trois semaines n'avaient jamais passé aussi lentement. Chaque jour était une agonie d'attente. Je vérifiais le site du vestibular religieusement, le matin, pendant la pause à l'école, le soir avant de dormir. Les résultats seront publiés le 15 novembre à 18h. Le 15 novembre. Un vendredi qui semblait être à une éternité. J'avais trouvé un travail supplémentaire, mettre les courses en sac dans un supermarché 3 après-midi par semaine. Payer une misère, mais c'était déclaré. Mon premier emploi officiel. Mélissa Santos, 18 ans, lut le gérant en regardant ma nouvelle carte d'identité. Expérience? Aucune officielle. Mais je suis rapide, soigneuse, ponctuelle. Il m'engagea par pitié ou par manque de personnel, peu importait. C'était un emploi. 380 reais par mois. Avec les 250 du loyer, il me restait 130 pour manger, me déplacer, tout le reste. C'était serré. Très serré. Mais faisable. Tu gères beaucoup de choses, dit Madame Martha après un cours. Tu es sûr que tu vas bien? Je survis. Survivre, ce n'est pas aller bien. C'est le mieux que j'ai pour l'instant. Elle prit ma main. Quel que soit le résultat, tu dois comprendre une chose, tu as déjà gagné. Rien que le fait d'être arrivé jusque-là, c'est déjà une victoire. Je ne la crus pas. Comment aurais-je gagné si je n'étais pas accepté? Toute cette souffrance aurait été pour rien. Le 14 novembre. Dernier jour avant les résultats. Impossible de dormir. Je restais allongé, fixant le plafond minuscule, imaginant tous les scénarios possibles. Et si j'étais accepté? Et si j'étais refusé? Et si j'étais accepté mais incapable de rester à la fac? À 5 heures du matin, j'abandonnai l'idée de dormir et allai préparer du café. Donna Lourde était déjà là, toujours matinale. Nerveuse? Terrifiée. Tu vas réussir. Comment tu sais? Parce que Dieu ne donne pas un fardeau plus lourd que ce qu'on peut porter. Et tu as déjà porté tant de choses. Il ne t'a pas fait traverser tout ça pour rien. Je ne savais pas si je croyais en Dieu. Mais j'avais envie de croire qu'elle avait raison. À l'école, je ne réussis à me concentrer sur rien. Portugais, biologie, philosophie, tout n'était que bruit. C'est aujourd'hui, murmura Julia en chimie. Elle connaissait l'histoire du vestibular, mais pas le reste. Nerveuse? Terrorisée. Tu vas réussir. J'en suis sûre. Tout le monde en était sûr. Sauf moi. Les cours se terminèrent à 12h30. Les résultats sortiraient à 18h. 5h30 d'attente. Je me rendis à la bibliothèque municipale. Tenter de lire, d'étudier, n'importe quoi pour tuer le temps. Mais les mots dansaient. Tout ce que je voyais, c'était note minimale, classement, admis ou refusé. 17h, 1h. 17h30, 30 minutes. Je me rendis à une Langhaus. 50 centimes les 15 minutes. Un luxe, mais aujourd'hui nécessaire. 17h45, 15 minutes. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. 17h50, 10 minutes. J'actualisais la page. Rien. 17h55, 5 minutes. Mes mains tremblaient au-dessus de la souris. 17h58, 2 minutes. Je fermai les yeux et respirai profondément. S'il vous plaît, murmurai-je. Je ne savais pas à qui je m'adressais, Dieu, l'univers, le destin. S'il vous plaît. 18h. J'actualisais. Site hors service en raison du trafic élevé. Veuillez réessayer dans quelques minutes. Non. J'ai presque crié. Les gens me regardèrent.
J'actualisais encore. 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 18h03. La page se chargea. Saisissez votre numéro d'inscription. Je tapais avec des doigts tremblants. Je me trompais. Effacer. Retaper. Consulter. La page chargea pendant ce qui sembla durer une éternité. Puis. Admis, psychologie, classement, 23e place. Je restais là, à fixer l'écran. Les mots n'avaient aucun sens. Je relus. Admis. Encore. Admis. Un son étrange m'échappa, un mélange de rire et de sanglots. Admis. Je mis mes mains sur ma bouche, les larmes jaillissant. La femme à l'ordinateur d'un accent grave côté me regarda. Tu as réussi? J'hochai la tête, incapable de parler. Félicitations, dit-elle en me prenant dans ses bras. Je sortis de la Landhaus en transe. Les rues étaient pleines, les gens rentraient du travail, mais je ne voyais personne. J'avais réussi. Contre toutes les probabilités, malgré tout, j'avais réussi. J'appelai Donna Cesao, les mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Mélissa? J'ai réussi. Donna Cesao, j'ai réussi. Je le savais, cria-t-elle. Je savais que tu allais y arriver. J'appelai Madame Martha, Donna Paula, Hélène Ducras. Tous crièrent, pleurèrent, célébrèrent avec moi. Tu le mérites, sanglotait Madame Martha. Mélissa, tu le mérites tellement. Je rentrai chez moi, c'était encore étrange d'appeler ces 3 mètres carrés, chez moi, mais c'était vrai, et m'effondrer sur le lit. Admise. Psychologie. 23e sur 150. J'avais réussi. Je pris mon téléphone. Regardez le numéro bloqué de ma mère. Mon doigt flotta au-dessus du bouton pour débloquer. J'imaginais l'appeler, hurler. J'ai réussi. Tu avais tort. Mais je ne le fis pas. Parce que cette victoire n'était pas pour elle. Elle n'était pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle était pour moi. Rien que pour moi. Le samedi, je retournai rendre visite à l'abri. Donna Cesao me serra dans ses bras. Amanda, Sandra, toutes celles qui m'avaient vu me battre. Je savais que tu irais loin, dit Sandra, les yeux humides. Depuis le premier jour. Je n'y serais jamais arrivé sans vous. Si, tu y serais arrivé, rectifia Donna Cesao. Mais tu n'avais pas besoin d'être seule. Personne ne devrait l'être. Elle avait raison. Le lundi suivant, je partis m'inscrire à l'université. Le campus était magnifique, bâtiments anciens, arbres immenses, étudiants partout. Mélissa Santos? L'employé vérifia mes documents. Félicitations pour votre admission. Une question concernant votre inscription? Oui, existe-t-il un programme d'aide financière? Oui. Une bourse de maintien pour étudiants à faible revenu. Vous êtes éligible? Oui. Pour la première fois, admettre que j'étais pauvre ne me fit pas mal. Ce n'était qu'un fait. Parfait. C'est 300 reais par mois. Ça aide pour la nourriture et les transports. Vous pouvez aussi demander un logement universitaire. 300 reais. Cela signifiait que je pourrais réduire mes heures au supermarché. Étudier davantage. Je postule. Je sortis de là avec mon inscription faite. Officielle. Étudiante universitaire. Ce soir-là, assise dans ma minuscule chambre, j'écrivis une lettre que je n'enverrai jamais. Maman. Aujourd'hui, je suis officiellement devenue étudiante en psychologie. J'ai été admise en 23e position sur 150 places. Tu n'étais pas là pour le voir. Ces derniers mois, j'ai dormi dans un abri. J'ai travaillé au marché à porteur des caisses. J'ai eu faim. J'ai pleuré seule plus de fois que je ne peux le compter. Tu m'as expulsée en pensant que j'allais revenir ramper. Que je comprendrais que tu avais raison et que Ricardo était innocent. Mais je ne suis pas revenue. Parce que j'avais raison. Et tu as choisi de croire en lui plutôt qu'en moi. Ça me fera mal pour toujours. Cette cicatrice ne guérira jamais complètement.
Mais tu sais quoi? J'ai réussi sans toi. J'ai découvert que je suis plus forte que je ne le pensais. Que je peux survivre au pire et rester debout. Un jour, tu comprendras ce que tu as perdu. Ce que tu as jeté. Et il sera trop tard. Avec amour et tristesse. Mélissa. Je pliai la lettre et la rangeai dans une boîte à chaussures où je gardais mes rares biens précieux. Peut-être qu'un jour je l'enverrai. Peut-être pas. Mais l'écrire avait été nécessaire. La première année de fac a été transformatrice. Je me levais à 6 heures, je travaillais au supermarché de 7 heures à 11 heures, j'avais cours de 14 heures à 18 heures, puis j'étudiais de 19 heures à minuit. C'était épuisant. Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais de l'espoir. Les cours de psychologie étaient fascinants. Freud, Jung, le comportementalisme, le développement de l'enfant. Chaque cours était une révélation. Vous réalisez, dit un jour la prof de psychologie du développement, que les enfants exposés à des traumatismes peuvent développer des mécanismes de défense extrêmement sophistiqués? Je le réalisais. Intimement. Mélissa, m'appelait-elle après le cours. Ton travail sur la résilience était exceptionnel. Très personnel. Presque, vécu. Merci. Tu as déjà pensé à faire de la recherche? Il y a une place pour une bourse d'initiation scientifique dans mon laboratoire. Initiation scientifique. Une bourse de 400 reais par mois. De l'expérience en recherche. Du CV. J'accepte. Avec la bourse de recherche et l'aide étudiante, j'avais 700 reais par mois. J'ai pu réduire mon temps au supermarché à mi-temps. Plus de temps pour étudier. Pour dormir. Pour être humaine. Tu as changé, remarqua Amanda quand on s'est vu pour un café. On essayait de se voir une fois par mois. Plus légère. Je commence à respirer. Elle sourit, mais avec une pointe de tristesse. Amanda vivait encore au foyer, enchaînant les boulots précaires. Tu vas y arriver toi aussi, promis-je. Peut-être. Mais tout le monde n'est pas aussi forte que toi, Mel. Tu es forte. Tu as juste besoin d'une chance. La deuxième année apporta encore plus de changements. Je me suis portée candidate à un poste de monitrice en psychologie sociale. Accepté. 300 reais de plus par mois. Mélissa Santos? Un nouveau professeur, le docteur Fernando, m'arrêta dans le couloir. J'ai vu ta note dans ma matière. Exemplaire. Tu serais intéressé par mon projet d'extension? Consultation psychologique gratuite pour les personnes sans abri. Mon cœur s'accéléra. La population de rue. J'avais été si près de ce destin. Très intéressé. Le projet se déroulait dans une ONG en centre-ville. 3 fois par semaine, moi et d'autres étudiants offrions une écoute psychologique aux personnes à la rue. Ton prénom, c'est, demandai-je à une femme qui paraissait en avoir 50, mais probablement moins. Rosa. Je vis dans la rue depuis 6 ans. Qu'est-ce qui t'a mené ici, Rosa? Mon mari me frappait. Je me suis enfuie avec les enfants. J'ai perdu les enfants à cause du conseil tutélaire, parce que je n'avais pas de toit. Alors, j'ai laissé tomber. Pourquoi essayer? Je pris sa main. Pourquoi essayer? Parce que tu mérites plus que ça. Parce que tes enfants méritent une mère qui n'a pas abandonné. Elle pleura. Je pleurais. C'était parfois insoutenable. Voir tant de douleur, tant d'injustice, tant de systèmes qui abandonnent des êtres humains. Comment tu fais pour tenir? Demanda Julia, qui avait commencé des études de droit, quand on se retrouva. Parce que j'ai failli être là, moi aussi. Une décision différente, un peu moins de chance, et je serais devenue Rosa. En 3e année, je publiai mon premier article scientifique. Résilience chez les adolescents victimes d'abandon familial. C'était basé sur des entretiens, des recherches. Mais c'était aussi mon histoire, déguisée en science. Ça va t'ouvrir des portes, dit le docteur Fernando. Excellent travail. Les portes se sont ouvertes. On m'a invité à parler dans un congrès de psychologie. Trauma et dépassement, perspective de la jeunesse. Sur scène,
Face à 200 psychologues, j'ai respiré profondément. J'ai 21 ans, ai-je commencé. Il y a 4 ans, j'ai été expulsée de chez moi à 17 ans. J'ai dormi dans un foyer. J'ai travaillé au marché. J'ai eu faim. J'ai failli abandonner. Silence total. Mais je n'ai pas abandonné. Et aujourd'hui, je suis ici, non pas malgré le trauma, mais en ayant appris à travers lui. La résilience, ce n'est pas seulement survivre. C'est transformer la douleur en but. Quand j'eus fini, des applaudissements. Des gens vinrent me voir ensuite. Ton histoire est inspirante. Tu devrais écrire un livre. Tu as un compte Instagram? Je veux suivre ton travail. Je crée un Instagram ce soir-là, @psy.melissa. Je racontais mon histoire. Pas tous les détails, mais l'essentiel. Mise à la porte à 17 ans. Étudiante en psychologie à 18 ans. Preuve vivante que ton passé ne définit pas ton futur. 50 abonnés la première nuit. 200 la première semaine. 1000 le premier mois. Tu deviens une influenceuse, plaisanta Donna Lourde. J'essaie de donner de l'espoir. Les messages arrivaient chaque jour. Ton histoire m'a sauvée. Moi aussi, j'ai été expulsée. Je pensais que c'était la fin. Tu m'as montré que non. Ma fille a vécu la même chose. Je vais lui montrer ton profil. 4e année. Dernière année de licence. Je vivais maintenant dans une colocation étudiante. 400 reais par mois, partagé avec 3 autres filles. Petit, mais à moi. Je gagnais désormais de l'argent en donnant des conférences de motivation. 500 reais par conférence. 2 par mois. Avec la bourse de recherche, la monitoria et les conférences, je touchais environ 1800 reais par mois. Plus que tout ce que j'aurais imaginé un jour. Regarde-toi, dit Amanda lorsqu'on se retrouva. Elle avait décroché un emploi stable dans une boulangerie. Elle vivait toujours au foyer, mais avec de l'espoir. Tout adulte maintenant. On a grandi. Toi, tu as grandi. Moi, j'ai juste survécu. Survivre, c'est déjà grandir. Je soutins mon mémoire de fin d'études en novembre. Impact psychologique de l'abandon familial chez les adolescents, une étude qualitative. Note, 10. Ce travail doit devenir un livre, déclara ma directrice de mémoire. Sérieusement. Il a un énorme potentiel. La remise des diplômes eut lieu en décembre. Assise à attendre qu'on appelle mon nom, je regardais l'auditorium plein. Des familles entières, des parents en larmes, des frères, des grands-parents. Melissa Santos. Je montais sur scène seule. Sans mère. Sans père. Sans famille. Mais dans la salle, j'aperçus Donna Cessao, en pleurs. Amanda, debout, applaudissant. Madame Martha, un mouchoir à la main. Le docteur Fernando, souriant fièrement. Donna Lourde, qui agitait la main. La famille, ce n'est pas le sang. C'est ce qui reste. Psychologue, murmurai-je pour moi-même. Je suis psychologue. 4 ans plus tôt, j'étais dans le froid, devant une porte qui se fermait. Aujourd'hui, j'étais diplômée. 3 mois plus tard, je réussis un concours public. Poste, psychologue au CRA. Salaire, 3500 reais. Ironique, rit Hélène, mon ancienne assistante sociale, en apprenant la nouvelle. Maintenant, tu vas être ce que j'ai été pour toi. Et je vais faire encore mieux, répondis-je. Je louai mon propre appartement. Une chambre, petit mais à moi. Rien qu'à moi. Les meubles étaient d'occasion, la vaisselle dépareillée. Mais c'était mon espace. Le soir de l'emménagement, je me suis assise par terre dans le salon presque vide, et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu. Pour la fille de 17 ans tremblant dans le froid. Mais j'ai aussi souri. Parce que j'avais réussi. Seule, mais j'avais réussi. 7 ans. 7 ans depuis cette nuit de juillet où la porte s'est refermée derrière moi. 7 ans sans un seul message. Un appel.
Un signe qu'elle se souciait de savoir si j'étais en vie. Jusqu'à mardi dernier. J'étais au CRA, en train de recevoir une mère avec 3 enfants, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ignorais. J'étais en consultation. Il vibra de nouveau. Puis encore. Excusez-moi, dis-je à la cliente. Je regardais les messages. Numéro inconnu. Mélissa? C'est moi. Ta mère. Mon cœur s'arrêta. Numéro inconnu. J'ai besoin de te parler. C'est urgent. Numéro inconnu. S'il te plaît. Je sais que je n'en ai pas le droit, mais j'ai vraiment besoin de te parler. 7 ans de silence. Et maintenant, c'était urgent. Je ne répondis pas. Je terminai la consultation en pilote automatique, l'esprit en ébullition. Elle connaissait mon nouveau numéro. Comment? Le soir, d'autres messages apparurent. Maman. J'ai vu ton livre. Je l'ai lu en entier. Mélissa, je ne savais pas. Je ne savais rien. Maman. On peut parler? Juste parler. S'il te plaît. Je montrai les messages à Amanda, qui vivait maintenant dans un petit studio à elle. Tu vas répondre? Je ne sais pas. 7 ans, Amanda. 7 ans. Et si elle avait vraiment changé? Et si elle n'avait pas changé? Et si ce n'était qu'une nouvelle forme de manipulation? Je ne répondis pas cette nuit-là. Ni la suivante. Jeudi, je sortais du travail quand je la vis. Une voiture garée devant le CRA. Une femme qui en descendait. Ma mère. Elle avait vieilli. Cheveux gris, rides profondes autour des yeux, épaules voûtées. Elle paraissait avoir vieilli de 20 ans, pas de 7. Nos regards se croisèrent. Mélissa. Ma voix. Elle se mit à pleurer instantanément. Ma fille. Comment tu m'as trouvée? Ma voix sortit froide. Contrôlée. Ton livre. Tu mentionnes que tu travailles dans un CRA. J'ai appelé tous les CRA de la ville jusqu'à ce qu'ils trouvent une Mélissa Santos psychologue. Un peu inquiétant. Mais je ne fis pas de commentaires. Qu'est-ce que tu veux? Parler. Juste parler. Une demi-heure. S'il te plaît. Une partie de moi voulait hurler, la chasser, fermer une porte comme elle l'avait fait 7 ans plus tôt. Mais une autre partie, la psychologue, celle qui avait étudié le besoin de closure et les processus de pardon, savait que j'avais besoin d'entendre. Le café au coin de la rue. Une demi-heure. Nous nous assîmes à une table au fond. Elle commanda un café qu'elle ne toucha pas. Moi, une eau, que je bus à petites gorgées nerveuses. Tu es magnifique, commença-t-elle. Tellement adulte. Psychologue. Auteur. Je ne savais pas. Tu ne savais pas parce que tu ne t'es pas soucié de savoir. Elle recula comme si je l'avais giflée. Je le mérite. Je mérite pire. Pourquoi tu es là? Après 7 ans? Elle inspira profondément. Les larmes coulaient désormais sans retenue. Parce que j'ai lu ton livre. Et j'ai tout compris. Tout ce que j'ai fait. Tout ce que je n'ai pas fait. Tu as lu le livre. 3 fois. Mélissa, tu as écrit sur lui. Sur Ricardo. Sur ce qu'il a fait. Oui. Chaque mot est vrai. Je sais. Je le sais maintenant. Elle sanglotait. Parce qu'il m'a fait la même chose. À moi aussi. Le monde s'arrêta. Quoi? Après ton départ, il a fallu 6 mois. 6 mois pour qu'il commence à devenir agressif. Contrôlant. Jaloux. Elle souleva sa manche. Des cicatrices. Anciennes et récentes. 1 an plus tard, il m'a frappé pour la première fois. Il disait que j'étais inutile. Que je devais le remercier de me supporter. Mon estomac se noua. 2 ans plus tard, il a fait ce que tu l'accusais d'avoir fait. Et pire. Et je ne pouvais pas partir parce qu'il contrôlait tout. L'argent, les papiers, tout. Mon Dieu. Il y a 3 ans, j'ai réussi à fuir. Je suis allée dans un foyer. Comme toi.
Procès. Ordonnance de protection. Divorce. Elle sortit des papiers. Tout était vrai. Et cette semaine, en thérapie, parce que je suis en thérapie, Mélissa, ma psychologue m'a donné ton livre. Lisez ça, elle a dit. Ça peut vous aider. Et tu as reconnu. Dès la première page. J'ai reconnu ton histoire. Et j'ai compris. Elle plongea ses yeux dans les miens. Rouges, gonflés. Tu disais la vérité. Depuis le début. Et j'ai choisi de le croire lui. Pas toi. Le silence tomba, lourd. Tu m'as mise dehors, dis-je lentement. Dans le froid. À 17 ans. Parce que j'essayais de te protéger. Je sais. Tu m'as laissé dormir dehors. Avoir faim. Travailler jusqu'à l'épuisement. Je sais. Et maintenant, 7 ans plus tard, parce que Théoï tu es devenue victime, tu viens me chercher? Ce n'est pas ça. Si. C'est exactement ça. Ma voix monta. Les gens se retournèrent. Je m'en fichais. Quand c'était moi, tu ne m'as pas cru. Mais quand ça t'est arrivé à toi, là c'est devenu réel. Mélissa, j'avais tort. Totalement tort. Et j'ai passé les 4 dernières années à vivre avec ça. Avec ce que je t'ai fait. Avec ce que je n'ai pas fait. Et tu penses que ça répare quoi que ce soit? Des excuses, 7 ans après? Non. Ça ne répare rien. Rien ne réparera. Mais j'avais besoin. J'avais besoin que tu saches. Que tu avais raison. Que j'ai échoué. Que je t'ai trahi de la pire façon possible. Les larmes vinrent enfin. Des années de douleur, de colère, d'abandon. Tu étais ma mère. Tu aurais dû me protéger. Me croire. Rester à mes côtés. Je sais. Et je ne l'ai pas fait. Et je vais porter ça jusqu'à ma mort. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 5 ans? 4? 3? Parce que j'avais honte. Parce que je ne savais pas comment te regarder en face après tout ça. Et parce que... Elle hésita. Parce que je ne pensais pas que tu m'accepterais encore. Et je devrais? Après tout ça? Non. Tu ne me dois rien. Je voulais juste. Juste que tu saches. Que je comprends maintenant. Que je te crois. Nous restâmes silencieuses. 2 femmes brisées par le même homme, mais de manière différente. Il est en prison, demandai-je enfin. 3 ans. Pour coups et menaces. Il sort l'an prochain. Et toi? Je vis dans un petit appartement. Je fais des ménages. Je suis en thérapie. J'essaie de reconstruire. Comme je l'avais fait avant elle. Mélissa, elle prit ma main. Je pensais à la retirer, mais ne le fis pas. Je n'attends pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'avais besoin que tu saches, tu es forte. Plus forte que je ne l'ai jamais été. Et je suis fière de la femme que tu es devenue, même si je n'ai aucun droit de l'être. Les mots que j'avais attendus pendant 7 ans. Et ils faisaient autant mal que je l'avais imaginé. Je ne sais pas si je peux te pardonner, avouai-je. Pas maintenant. Peut-être jamais totalement. Je comprends. Mais je peux, essayer. Un peu. Si tu me prouves que tu as changé. Je te le prouverai. Tout ce que tu voudras. Aussi longtemps qu'il faudra. La thérapie. Tu continues? Religieusement. Groupe de soutien? 2 fois par semaine. Et si je te laisse revenir dans ma vie, doucement, tu me promets de ne plus jamais choisir un homme à ma place? Je te le promets. Sur ma vie. Je pris une grande inspiration. Un café. 1 fois par mois. On parle. On réapprend à se connaître. Sans promesse, sans attente. Oui. Oui. N'importe quoi. Ce n'était pas le pardon. Pas encore. Mais c'était un début. Nous sortîmes du café ensemble, mais séparés. Un fossé de 7 ans entre nous. Mélissa? Elle m'appela avant de monter dans la voiture. Ton livre. Est-ce que tu me détestes dedans? Non.
Je te comprends, dedans. Parce que c'est ce que font les psychologues. On comprend. Même quand ça fait mal. Elle hocha la tête, en larmes. Je ne te méritais pas comme fille. Non. Mais tu m'as eu quand même. 6 mois plus tard. Les cafés mensuels devinrent bimensuels. Puis hebdomadaires. Ce n'était pas comme avant. Ça ne le serait jamais. Mais c'était quelque chose de nouveau. Quelque chose d'honnête. Tu as écrit un autre livre, demanda-t-elle un jour. Je suis en train d'écrire. Sur le pardon. Sur la reconstruction après le trauma. Je pourrai le lire quand tu auras fini? Oui. Mais ça fera mal. La douleur fait partie de la guérison. Elle avait appris ça en thérapie. Comme moi. En décembre, 7 ans et demi plus tard, elle vint chez moi pour la première fois. C'est magnifique, dit-elle en regardant autour d'elle. Tu as construit tout ça toute seule. J'ai eu de l'aide. De gens qui étaient des étrangers et qui sont devenus une famille. J'aurais dû faire partie de cette famille. Tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas été. Je peux essayer de l'être maintenant? Je regardais ma mère. Une femme brisée, rafistolée, qui essayait. Tu peux. Mais à mon rythme. Et à mes conditions. Toujours. Ce n'était pas un happy end. Ce n'était pas un pardon complet. Mais c'était vrai. C'était authentique. Et j'ai découvert que ça valait plus. Fin.